Pour une fois, aujourd'hui, on va moins parler d'histoire et un peu plus de paysagisme. On va parler d'un des plus beaux parcs de Marseille, du moins à mon avis. Vous allez voir, bon, tout n'est pas rose pour autant, mais enfin bref. Bienvenue au parc du 20e centenaire. Je reviens, je vais pisser. D'habitude, dans mes vidéos, je mets d'abord en place le contexte historique, puis après, on commence réellement la balade. Là, ce coup-ci, on va faire un peu l'inverse. Je vous propose de vous rendre directement à l'entrée principale du parc du 20e centenaire. Pour ça, le plus simple, c'est d'aller à Place Castellane et de remonter toute l'avenue Cantigny jusqu'à ce grand parvis avec cet arbre qu'on appelle l'arbre de l'Espérance. Bon, juste pour la petite parenthèse, Jules Cantigny, c'est celui qui a justement sculpté la fontaine de la Place Castellane. Et c'est pour ça qu'on lui a dédié cette avenue. Mais bon, ça c'est une parenthèse, on reviendra dessus à l'occasion. Alors l'arbre de l'Espérance, c'est le nom de cette sculpture. C'est une fontaine qui a été inaugurée en 2000 et on la doit au sculpteur Daniel Chotard. La sculpture en elle-même, elle fonctionne avec le dallage qui est au sol. Regardez sur les images, on a inscrit au sol le nom de 500 000 Marseillais qui ont décidé de se prêter au jeu suite à un appel à participation. Ça évoque l'arbre généalogique des Marseillais comme pour rattacher les habitants de la ville d'aujourd'hui, c'est les noms des habitants d'aujourd'hui qui sont là, avec leurs lointains ancêtres, les Phocéens, qui ont fondé Marseille. Oui, évidemment, on va reparler des Phocéens dans la vidéo, puisque le nom du parc, le 26e centenaire, ça fait directement référence aux 2600 ans de la cité phocéenne. Et pour ceux qui se posent la question, les Phocéens à l'époque c'était des Grecs, donc on dit que Marseille a été fondée par les Grecs, mais si vous cherchez Phocée aujourd'hui sur une carte, en fait vous la trouverez en Turquie au nom de Fossa. Voilà, c'est cadeau. Avant de rentrer dans le parc proprement dit, vous pouvez déjà vous approcher de l'entrée et regarder l'architecture qui se développe ici. Alors ce parc il a été inauguré en 2001, il est tout récent, c'est un des plus récents de Marseille, donc évidemment on va parler d'architecture contemporaine. Là, l'architecture va être plutôt discrète, peu audacieuse. On va plutôt s'effacer pour mettre en avant le paysage et les mises en scène réalisées avec les végétaux. Alors, ce parc, il a été signé par l'architecte Bernard Huet et le paysagiste Christian Baudot. Il a été construit de toutes pièces sur un sol inerte, c'est-à-dire que c'était à l'époque complètement minéral. Il n'y avait rien pour faire pousser le moindre végétal, donc on a tout recomposé, et on a fait venir des tonnes de terre, etc., etc. Oui, un sol inerte, tout ça, je vais y revenir. Alors Bernard Huet, il est décédé en 2001, donc le 20e centenaire, c'est un peu sa toute dernière œuvre. C'était pas forcément une star de l'architecture, mais c'était quand même un personnage important pour la diffusion de l'architecture. Il a notamment fondé l'école d'architecture de Paris-Belleville suite aux événements de mai 68, et il a aussi dirigé la revue d'architecture aujourd'hui. C'était peut-être pas une star, mais enfin il a quand même participé à la requalification des Champs-Élysées en 1994 avec Jean-Michel Wilmotte et Norman Foster. Et il a aussi signé le parc de Bercy pour les Parisiens qui connaissent. Alors je vais pas vous faire croire que je connais parfaitement bien le personnage honnêtement, mais dans mes recherches je suis tombé sur une citation de lui que j'aime beaucoup. L'architecture c'est d'abord la ville, et la ville est un chef-d'œuvre bien plus grand que tout objet architectural. Je vous laisse méditer cette phrase. Alors j'en reviens au parc du 20e centenaire. Quelques chiffres là pour les matheux du fond. Le parc fait 10 hectares, 600 mètres de long sur 160 de large, 1500 arbres et 6500 arbustes. Alors le parc il est divisé en 3 séquences. On a d'abord un grand mail planté d'arbres, très minéral. On a ensuite dans une deuxième séquence un jardin beaucoup plus paysager avec un lac et une colline. Et enfin, une espèce de parc à thème avec 4 séquences différentes à l'intérieur. On va voir ça, on va voir ça. Donc avant de rentrer dans le parc lui-même, regardez, l'architecture elle est située en périphérie du parc, il n'y a rien de construit à l'intérieur. À l'intérieur, ça sera que du végétal. Oui, il y a une halle en bois dans le parc, je sais, courez pas comme ça, on y arrive. Alors si vous connaissez le parc de Bercy, à Paris, vous le savez, Bernard Huet, on ne peut pas dire que ce soit un architecte foufou. Ici, on peut découvrir une belle harmonie, une architecture très homogène. On va reprendre là les codes de l'architecture classique, notamment avec la symétrie pour l'entrée principale et des longues perspectives monumentales. Alors, je viens de prononcer 2 gros mots, la symétrie et perspective monumentale. Je vous renvoie vers la vidéo du parc Borelli où j'explique déjà un peu tout ça. Vous allez en avoir besoin pour comprendre la suite de l'épisode si vous ne l'avez pas encore vu,
où je vous explique ce qui différencie un jardin à la française d'un jardin à l'anglaise notamment. Il y a plein de petits mots de vocabulaire et d'ambiance comme ça qu'il faut avoir un peu compris. Je vais partir du principe que tout le monde a déjà assimilé ça, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Concernant les matières, on veut utiliser des matériaux à la fois communs comme la brique et nobles comme le marbre. Ça va créer un jeu en bichromie rouge et blanc. La brique va renvoyer au passé industriel de Marseille, c'est-à-dire les Tuileries, etc. Tandis que le marbre va renvoyer, lui, aux falaises de calcaire des Calanques. Donc là, l'axe de symétrie, c'est assez flagrant pour tout le monde, je suppose. On va avoir ces deux pavillons latéraux marqués par des colonnes de marbre à section carrée. Et comme si les inscriptions Grand Parc du XXe centenaire n'étaient pas suffisantes, pour indiquer aux promeneurs où ils se trouvent, on a rajouté au pied des colonnes des clous gravés de 1 à 26. Oui, vous savez, des clous comme traverser dans les clous, rester dans les clous, être hors des clous, tout ça. Pour tenir le portail principal de l'entrée, on va construire deux murs en briques couronnés de marbre qui vont être pile aux bonnes dimensions du portail, qui fait que quand le portail est ouvert, il s'efface complètement le long de ces murs. J'en profite pour vous faire remarquer que le parc a eu le label Jardin Remarquable en 2005. Allez, allons-y gaiement maintenant, entrons et arrêtez-vous au bout de cette première petite allée. Et on va tout de suite commencer la balade par un petit coup de gueule. Pourquoi est-ce que Marseille n'est pas foutu d'entretenir ses fontaines? Pourquoi est-ce que Marseille n'est pas foutu de mettre en lumière ses bâtiments la nuit? C'est quand même incroyable. Pour vous donner une idée quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, on en est réduit à un point, nous Marseillais, où sur les réseaux sociaux, on se félicite, photo à l'appui, d'une fontaine qui est remise en service. Qu'on me fasse pas croire que c'est une question de vétusté. Le parc, il a moins de 20 ans, donc faut pas exagérer. Et puis qu'on me fasse pas croire que c'est une question de gel. Bon, déjà, on est à Marseille. Et d'autre part, je me permets une petite digression. Regardez cette photo que j'ai prise moi-même sur la place des terreaux à Lyon. Le gel, ça leur fait pas peur à eux. Bref, nous sommes donc là face à une perspective monumentale. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le parc Borély, c'est le moment. Vous vous rendez bien compte que le regard il est emmené vers cette halle en bois, au loin. Donc, je vous propose de regarder et de noter tout ce qui fait converger le regard vers ce point. On a ce ruisseau minéral. Ouais, on va appeler ça comme ça, un ruisseau minéral. Cette espèce de quai et les allées de chaque côté et des alignements d'arbres. Et donc je vous demande de bien vouloir me croire, en fait ce grand bassin allongé, il est ponctué par 26 jets d'eau. Alors 26 comme 20e centenaire, et ça aussi ça participe à la mise en scène de la perspective monumentale. Vous me croyez, j'espère. Donc c'est exactement ça une perspective monumentale, c'est quand on fait concorder tous les éléments du paysage pour les faire converger vers un point, pour mettre en valeur ce qui se passe à ce point, en l'occurrence cette halle en bois. Avant de continuer, je voudrais vous signaler ce petit bâtiment sur votre gauche. Il s'agit d'un espace d'exposition et de conférence. Là aussi c'est une belle architecture soignée, c'est très épuré, chaque trait a le bon poids et tout. Moi j'adore cette architecture. L'espace d'exposition en question, moi j'ai jamais vu ouvert, mais... Vous pouvez continuer à avancer vers cette grande halle. Alors je vous propose pas d'aller crapahuter dans les petites collines là, qui sont sur votre gauche, ça n'a pas grand intérêt. En fait, ça sert un peu de mur anti-bruit parce que juste derrière, on a les échangeurs autoroutiers, des sorties de tunnels et tout. À moins que vous ayez une passion incontrôlable pour les gaz d'échappement. Et je vous recommande la plus grande prudence, il y a là en liberté des animaux sauvages d'une grande férocité. Bon, plus sérieusement, avant d'arriver à la halle, regardez quand même vos pieds, qui sont très beaux d'ailleurs. Et regardez les traitements de sol. En fait, l'architecture, c'est pas que construire des grands bâtiments, c'est aussi jouer sur les différents matériaux. Les traitements de sol, typiquement, c'est un des outils de l'architecte pour mettre en place un espace. Ici, les quais sont recouverts d'un pavement en marbre noir et blanc qui dessine des motifs géométriques orthogonaux dans le sens de la composition. En contrebas, en revanche, on va utiliser des pavés plus classiques en granit, taillés ou polis. Là, c'est pas les couleurs qui participent à la composition, ça va être la technique de taille utilisée pour changer le rendu de la pierre. Donc on arrive à cette grande halle en bois, je vous propose d'en profiter pour admirer le travail des charpentiers. Alors, je sais pas si vous avez noté, je vous ai parlé de quai tout à l'heure, là on a une grande halle. C'est peut-être le bon moment pour vous raconter l'histoire du lieu. Donc en fait, il y avait là l'ancienne gare du Prado. C'était une friche industrielle, une friche ferroviaire plus précisément. C'était une gare de marchandises, qu'on a appelé la gare du Sud ou aussi la gare des Bordilles. Bordilles en provençal, c'est ordures. En fait, c'est là qu'on avait organisé le départ des trains chargés des ordures pour la déchetterie d'Entresins du côté de l'Istre.
La gare du Prado, elle a été mise en service en 1871 pour soulager le trafic à Saint-Charles. Gros succès dès le départ, elle va être en activité à peu près 75 ans. On dit qu'en 1939, il y avait même 1000 ouvriers qui travaillaient sur place. On peut voir par exemple sur cette vue aérienne de 1944 à quel point elle était étendue. Autant vous dire que c'était un lieu glamour. Et quand la ville a annoncé qu'elle allait créer un parc à cet endroit-là, l'idée était franchement bien accueillie. Alors quand on a décidé de construire le parc, on a tout simplement coupé les voies. Et en fait, le pont sous lequel passe le boulevard Rabateau, il y a encore les voies ferrées d'époque juste au-dessus. Le pont ne sert plus à rien maintenant. Allez, j'en reviens à la halle et au sol et à vos très beaux pieds. Vous pouvez regarder dans le prolongement de l'axe des poteaux de la halle, il y a d'autres traces carrées. Il s'agit des emplacements des poteaux des anciennes halles ferroviaires. La halle d'aujourd'hui n'est là que pour évoquer l'ancienne activité, les installations ferroviaires étaient bien plus importantes à l'époque. Et pour en finir avec ce torrent minéral, sachez que la largeur de ce truc-là, ça correspond exactement à la largeur d'une voie ferrée. Voilà, ça c'est pour le clin d'œil. Vous noterez d'ailleurs que le Marseillais a le sens de l'humour, la baignade est strictement interdite. Là, on arrive à peu près au milieu du parc. Et si vous vous demandez ce que c'est que cette grande esplanade en pente, il s'agit d'une fontaine qui met en scène 26 jets d'eau. Voilà, voilà. Là, en déco, on a proposé des bits d'amarrage. B-I-2-T-E, bits. On arrête de ricaner. Cette allée transversale à la composition principale du parc, on l'a baptisée l'allée des Justes. Vous savez, c'est en l'honneur des Justes parmi les nations. Ce sont ces femmes et ces hommes qui ont œuvré pour sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On a notamment mis en place ici un monument où on rappelle le nom de certains Marseillais qui ont participé à ce sauvetage. Oui, parce que la gare du Prado, elle a aussi servi de point de départ pour des convois vers les camps de concentration. Tournez maintenant à gauche et on va s'enfoncer dans la deuxième séquence du parc, mais avant, je vous propose de vous arrêter devant les pavillons d'entrée côté Mampanti. C'est juste pour vous faire remarquer à nouveau la grande qualité architecturale des pavillons d'entrée. Ils sont très bien dessinés. Chaque ligne est juste, les proportions sont parfaites. On réutilise évidemment les mêmes matériaux que sur l'entrée principale. Là encore, on voit bien que l'idée, c'est que les bâtiments s'effacent dans le paysage. Vous pouvez admirer aussi les casquettes en béton blanc, très élégantes, qui couvrent les ouvertures très allongées pour protéger du soleil. Donc là, on rentre dans une deuxième séquence du parc, qui se rapproche plus des jardins à l'anglaise. On voit qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance évidemment que la première moitié. Donc si vous avez bien vu la vidéo sur le parc Borelli, vous allez retrouver là les mêmes éléments de vocabulaire que la première fois, c'est-à-dire le lac, celui-là il fait 3000 m², on va avoir des chemins sinueux, on n'a plus du tout de perspective et de mise en scène majestueuse. On a aussi des buttes et des bosquets et des choses pour dissimuler qui révèlent le paysage au fur et à mesure de la promenade. Là aussi, je vous mets en garde, faites gaffe à la faune sauvage particulièrement agressive. D'ailleurs, il vous arrivera parfois de tomber sur une espèce en pleine prolifération. Ils sont facilement identifiables à leur couleur souvent flashy. Et attention, si vous les voyez tourner en rond, c'est qu'ils sont en chasse. Je vous laisse continuer à vous promener et je vous propose de monter maintenant au Belvédère. Donc là, on a un joli promontoire tout en marbre blanc, avec gravé en grec « Les Phocéens qui pratiquaient le commerce en Ionie fondèrent Massalia » par Aristote. Hey Bruce! Si vous êtes un peu paumé en orientation, on a eu la délicatesse de noter les points cardinaux sur le marbre. Et d'ici, vous pouvez admirer toute la perspective du jardin à la française, évidemment, mais aussi la tour Méditerranée, Notre-Dame-de-la-Garde, donc la Bonne Mère et le bois sacré. Et de l'autre côté, on a une belle vue sur la chaîne de Saint-Cyr et le mont Puget qui domine Lumini. Et on aperçoit même un tout petit bout du stade Vélodrome, ici. Je vous laisse flâner autour du lac et je vous propose de revenir en longeant l'avenue Cantigny. Donc la dernière séquence maintenant dans le parc du 20e centenaire, ça va être des jardins à thème. Il y en a 4 et ils sont séparés par de véritables torrents. Mais putain! Vous allez voir les thèmes choisis, en fait, ils évoquent le passé commercial de Marseille. Encore. Et notamment les routes commerciales que Marseille avait tissées tout au long de son activité portuaire. Donc là, ici, on a le jardin asiatique. Donc on reprend le code des jardins asiatiques avec le cheminement d'eau, des aménagements et des escaliers en pierre sèche, une bambouseraie et un nichoir. Attention, là aussi, la baignade est interdite. Quelques mètres plus loin, vous allez pouvoir découvrir le jardin africain. Lui, il est caractérisé par des dunes reconstituées et des arbres qui évoquent les climats arides.
En fond, les murs de soutènement sont réalisés en latérite. C'est une roche rouge qui se forme par altération des roches sous les climats tropicaux. Le jardin suivant, c'est le jardin oriental ou andalou, cet esprit-là. Là, ici, on a mis en scène une palmeraie parfaitement rangée. Le plan est organisé autour d'un cheminement d'eau en croix, et cet incroyable torrent se termine sur une magnifique fontaine. Le mur de soubassement au fond du jardin est couvert dans sa partie basse de céramique dont la couleur bleu nuit renvoie au palais de l'Orient. Avant de vous rendre au quatrième et dernier jardin à thème, regardez là, on a une espèce d'arche en pierre. En fait, c'est un vestige du tunnel du Prado carénage avant qu'il soit transformé et dédié à la circulation automobile. En fait, le tunnel du Prado carénage, que les Marseillais connaissent très bien maintenant, il a été créé en 1878, donc 7 ans après la mise en service de la gare, et il permettait de relier directement donc, la gare du Prado avec les bassins de la Joliette, qui étaient tout neufs à l'époque. Et enfin, le dernier jardin à thème, c'est le jardin provençal. Lui, il reprend les codes des aménagements paysagers de l'arrière-pays, avec notamment les oliviers, les plantes rampantes, et les terrasses en restanque. C'est la pause lexicale. Oui, les restanques en Provence, tout le monde connaît ça. C'est des murets en pierre sèche qui permettent d'organiser les terrains qui sont en pente en différentes strates, en différentes terrasses. C'est le grand classique du paysage en Provence. Voilà, on est arrivé au point de départ de la balade. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce parc ? Déjà qu'un employé de la ville remette le robinet en route, ça lui ferait du bien. Qu'un deuxième employé de la ville prenne son Karcher à deux mains et nettoie un peu les graffitis qui sont en train d'apparaître dans les petits coins à gauche, à droite là, et qui ait un grand coup de ménage parce que c'est dommage, le parc est quasiment tout neuf et on sent qu'il commence à se dégrader. Ça serait bien de réagir avant que ça commence à coûter trop cher à la collectivité et qu'on reporte ça aux calendes grecques. Mais bon, je râle, que ça vous empêche pas de profiter du soleil. Salut!